Il était une fois, au cœur de l'Allemagne, deux frères qui grandirent à l'ombre de châteaux imposants, entre des maisons à colombages cernées de forêts épaisses. Ce sont les frères Grimm, Jacob et Wilhelm. Nous sommes au début du XIXe siècle, dans une Allemagne morcelée, sous la férule de puissances étrangères. Les Allemands se cherchent des racines, et des écrivains romantiques pensent les trouver parmi les ballades et les contes du Moyen-Âge. Au centre de ce pays qui n'en est pas un, dans l'état de la Hesse-Cassel, les frères Grimm vont rassembler à leur tour des récits populaires et en tirer des contes extraordinaires. D'abord rassemblés, en 1812, sous le titre de Contes de l'enfance et du foyer, les contes de Grimm retracent les histoires féeriques de personnages désormais célèbres dans le monde entier. Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou encore Blanche-Neige existaient pourtant bien avant les frères Grimm dans des récits souvent venus d'ailleurs. Mais sous leurs plumes, tout se semble surgi de cette Allemagne d'avant l'Allemagne, formée de villages médiévaux, de châteaux, de princesses et de forêts ensorcelées. La petite ville de Steinau an der Straße, dans la Hesse, dresse son clocher en pleine campagne. C'est dans ce décor à la fois féodal par son château et renaissance par ses habitations que Jacob et Wilhelm Grimm passent leur enfance, avec 4 autres frères et sœurs. On a vraiment de la chance de pouvoir admirer Steinau tel que les frères Grimm l'ont connu. Avec la place du marché, avec l'école, avec le château, ou encore l'église Katharinen. Steinau est une ville typique de ces comtés, encore soumis au système féodal, avec des ducs, des comtes, des rois, des princesses, tous ces personnages présents dans les contes des frères Grimm. À quelques pas de la place du marché, la demeure familiale des Grimm est elle aussi restée intacte. La maison date du XVIe siècle, donc bien avant l'arrivée des Grimm. Le père des frères Grimm était natif de Steinau. Devenu bailli, il souhaitait revenir travailler dans sa ville natale et il s'est fait nommer ici. Tout autour de la petite ville se déploie la vaste forêt de Spessart, formée de hauts résineux et de feuillus centenaires. Ce décor énigmatique évoque immanquablement celui des contes de Grimm, peuplés d'enfants perdus, de loups, d'ogres et de sorcières. À présent, la pauvre enfant était seule au monde, dans cette grande forêt, et la peur s'empara d'elle, à tel point qu'elle se mit à regarder toutes les feuilles des arbres, sans savoir ce qu'elle rouge était sur ses gardes. Elle ne s'écarta pas. La femme conduisit les enfants encore plus profondément dans la forêt, où ils n'étaient encore jamais... Comment pourrais-je abandonner mes enfants dans la forêt ? La forêt joue plusieurs rôles dans ces récits. Elle peut être simplement le lieu où se déroule l'action, mais elle peut aussi offrir un refuge à Blanche-Neige, avec la petite maison au milieu des bois. La forêt foisonnante, tortueuse, peut également devenir menaçante, comme dans Hansel et Gretel, lorsqu'ils se perdent avant de tomber finalement sur la maison de la sorcière. Chaque fois, la forêt protège, dissimule, camoufle quelque chose. Ces bois sombres que les frères Grimm parcouraient enfants ont laissé une empreinte dans leurs souvenirs et plus tard dans leur écriture. Mais Hansel et Gretel n'ont jamais jeté leurs cailloux dans la forêt de Spessart. Les contes de Grimm proviennent de toute l'Allemagne et de plus loin encore. Quand ils deviennent étudiants, en effet, Jacob et Wilhelm se prennent de passion pour les récits populaires du Moyen-Âge.
des contes, mais aussi des légendes, qui, elles, sont attachées à un lieu précis et nées de faits réels. Plus au nord, dans la Basse-Saxe, la petite ville médiévale de Hamelin est ainsi devenue l'emblème d'une légende connue de tous depuis sa transcription par les frères Grimm, l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En 1284, un homme énigmatique arriva à Hamelin. Il portait un habit multicolore et se présenta comme étant preneur de rats. Il promit de débarrasser la ville de toutes ses souris et de tous ses rats contre une certaine somme d'argent. On raconte qu'au Moyen-Âge, cette petite bourgade de marchands aisés fut envahie par les rats. Un étranger survint qui, au son de sa flûte, entraîna les rongeurs et les précipita dans la rivière bordant la ville. Les lieux de la légende existent toujours et semblent faire vivre encore la ville. Les constructions, l'architecture de la ville, avec son cœur moyenâgeux, nous plongent dans l'atmosphère de cette histoire. On peut parfaitement imaginer l'étranger arriver ici, jouer de la flûte et emmener les enfants. Sur la façade Renaissance de la Maison des Mariages, sur la place centrale de Hamelin, le carillon scande à la fois le temps et l'histoire telle que les Grimm l'ont relatée. Elle raconte que, n'ayant pas reçu la récompense promise, le joueur de flûte nourrit sa vengeance. Il revint, alors que toute la ville était rassemblée à la messe, et fit de nouveau sonner son fifre dans les ruelles. Aussitôt accoururent en grand nombre non plus des rats et des souris, mais des enfants, des garçonnets et des fillettes, âgés de plus de 4 ans. Il sortit, toujours en jouant, par la porte est hors de la ville, et les conduisit sur une colline, où ils disparurent à jamais avec lui. Il semble qu'au XIIIe siècle, des dizaines d'enfants aient réellement disparu de la cité, d'une façon restée mystérieuse jusqu'à aujourd'hui. Nous nous trouvons ici dans la Bungelosenstraße. Bunge, c'est-à-dire trompette, et Bungelosen, sans trompette, ce qui signifie qu'on n'a pas le droit de faire de bruit, ni de jouer de la musique dans cette rue. Ce nom provient directement de la légende du joueur de flûte, car c'est cette rue que les enfants auraient empruntée en suivant le joueur de flûte avant de se volatiliser. En souvenir de la disparition tragique de ces 130 enfants, il n'y a plus de bruit ni de musique dans cette rue. Le musée de Hamelin conserve les ouvrages qui relatent cette légende. Car avant d'établir leur propre version, les frères Grimm se sont plongés dans les nombreuses sources écrites à la recherche d'une vérité quasi scientifique. Ce qui est fascinant, c'est que les frères Grimm commencent par raconter leur propre version de la légende. Mais ensuite, ils rapportent aussi des faits historiques. Ils racontent par exemple que les habitants ont gravé une pierre à l'entrée de la ville en souvenir de l'événement. Ils ont intégré ces faits dans leur légende. Mais rien n'atteste que les frères Grimm se soient jamais rendus à Hamelin. Ce sont les contes, transmis par écrit au siècle précédent par d'autres auteurs, qui ont nourri leurs plumes. Des écrits dénichés en particulier dans la ville de Kassel, au nord de la Hesse. L'ancienne capitale du royaume de Westphalie a été en grande partie rasée par la Seconde Guerre mondiale. Mais à la lisière de la ville, le palais Wilhelmshöhe, miraculeusement préservé, laisse encore imaginer l'univers dans lequel évoluaient les frères Grimm. Car en 1805, Jacob Grimm est nommé bibliothécaire du prince Jérôme Bonaparte, devenu souverain de la ville à la suite des conquêtes napoléoniennes. Les princes ne se sont pas contentés d'enrichir Kassel avec une abondante collection d'art. Ils y ont rassemblé tous les livres qu'ils avaient acquis, si bien que la bibliothèque de la cour représentait une source fondamentale dans cette quête de contes et de légendes. Au sein de la bibliothèque princière, Jacob Grimm a tout loisir de lire et de récolter des récits issus non seulement de sa terre natale, mais du monde entier.
Jacob raconte dans ses mémoires qu'à l'époque où il était bibliothécaire du roi, il n'avait pas grand-chose à faire. Le prince Jérôme l'a pour le moins bien traité, puisque la seule tâche qu'il lui avait confiée était de poser cet écriteau sur la porte, « Bibliothèque du roi ». À l'autre extrémité de l'allée Wilhelmshöhe, les frères Grimm vont dénicher un autre trésor. Comme en témoigne encore son architecture rigoureuse, le quartier de l'Oberneustadt est depuis le XVIIe siècle le refuge des Huguenots, les protestants chassés de France par l'édit de Nantes. Ces Français lettrés ont apporté dans leur exil toute une culture religieuse, mais aussi profane. Les femmes, en particulier, se transmettent de génération en génération les histoires contées par un des plus grands écrivains français, Charles Perrault. Les Huguenotes jouent un rôle très important dans la fameuse collecte des frères Grimm. Elles leur ont transmis la tradition française des contes en leur racontant les histoires les plus célèbres, comme Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant ou encore Cendrillon. La Grande Place de Cassel est depuis le Moyen-Âge le cœur de cette ville des princes électeurs. C'est parmi les marchandes de légumes que les deux écrivains dénichent leur principale pourvoyeuse de contes, huguenote elle aussi. Les frères Grimm ont rencontré Dorothea Wiman sur la place du marché. Ils sont restés impressionnés par son talent pour raconter des histoires. C'était, paraît-il, une conteuse merveilleuse. Ces histoires écrites par les Grimm en allemand vont former un des socles de la culture commune aux habitants de cette Allemagne, en passe de devenir une nation. Il est vrai qu'ils se sont toujours préoccupés de comprendre ce qu'était l'Allemagne, de retranscrire l'esprit et la culture allemande. Mais leurs contes ont en réalité une ampleur bien plus internationale. D'ailleurs, Jacob et Wilhelm Grimm ont toujours dit « Ces contes sont destinés aux familles, mais celles de tous les peuples et de tous les pays ». Ses serviteurs et ses chevaux furent alors libérés du charme qui les avait changés en arbres. Ils se mirent alors en route pour son royaume, car il était le fils d'un roi, et ils se marièrent et vécurent heureux. Avec leur prodigieuse collecte de récits venus d'ici et d'ailleurs, les contes des frères Grimm ont constitué bien plus qu'un recueil d'histoires pour les enfants allemands, tout un héritage culturel pour l'humanité.